Mesdames et messieurs, Grégory Sicard est notre invité ce soir. Bonsoir Grégory. Bonsoir Elisabeth. Compliments pour ton livre. Merci. Mais j'avoue que je suis un peu surprise. Je te connaissais comme homme d'affaires. Et voilà que j'apprends que Grégory a écrit un livre d'ailleurs très bien présenté. Voilà. Et le sujet est encore plus étonnant. La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. Alors là, parle-nous de toi. Qui est ce grand inconnu? Merci Elisabeth, merci pour l'invitation. Je vais dire bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, les auditrices et éditeurs. Et puis je vais me présenter. Donc Grégory Sicard, en effet, j'ai une formation en Business Administration et j'ai un MBA en commerce international. Donc, j'ai été entrepreneur et homme d'affaires. Et puis, alors, tu ne l'es plus, tu dis que tu l'as été? Je l'ai été, mais je le suis toujours. Ah d'accord, juste une précision. Et ma passion, c'était d'écrire. Et une autre passion aussi, c'est l'histoire. Donc, je me suis penché sur un sujet qui me tenait à cœur. J'ai commencé à écrire sur mes ancêtres. C'était une espèce de recherche généalogique. Et puis, quand j'ai rejoint la franc-maçonnerie, on m'a demandé d'étudier... Ah, tu es franc-maçon? Oui, je suis franc-maçon. D'accord, enfin, ouais, parce que en fait, tu aurais pu écrire un livre sur la franc-maçonnerie sans être un franc-maçon. Je suis initié mais c'est encore mieux. Et je suis maître. Ah d'accord, donc tu parles en connaissance de cause. Tout à fait. Ce n'est pas seulement un historien qui a écrit un livre sur quelque chose qu'il étudie à distance, tu es en plein dedans. En plein dedans, et puis j'ai eu accès à des archives inédites, bien sûr, qui sont réservées seulement aux francs-maçons. Mais pourquoi cette exclusion de toute autre personne qui n'est pas franc-maçon? Bon, les francs-maçons se protègent. Et cela depuis, on va dire, surtout en France, après et pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils ont été persécutés. D'accord. Donc depuis cette époque, les francs-maçons se protègent et voilà. Alors qu'on peut constater dans d'autres pays comme sur le continent américain, aux États-Unis, en Haïti ou en Amérique latine, on est public, on se déclare et c'est même un honneur. Absolument. Et on est respecté. Très, très respecté. Alors pour continuer ta présentation, tu es franc-maçon, oui. Et tu as décidé de joindre ta deuxième passion, qui est l'histoire, oui. Et de faire un livre, la franc-maçonnerie et l'histoire. Oui, on m'a demandé de faire des travaux sur l'origine et l'historique de la franc-maçonnerie. Qui est-ce qui t'a demandé de faire ça? Les loges. Les loges, okay. Voilà. D'accord, mais avant, tu dois dire que tu es né en Haïti, raconte-nous ton parcours. Oui, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, j'ai fait des études aux États-Unis par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Business Administration et ensuite une maîtrise MBA en commerce international. Donc, voilà mon cursus universitaire. Mais malgré tout, la littérature et l'art ont toujours été mes passions. Très bien, très bien. Mais tu vis toujours en Haïti? Bon, je partage mon temps entre Haïti, la France pour mes recherches et Miami. Très bien, c'est une belle vie quand même. Hein? Bon, beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de travail, mais j'ai une passion, donc ça ne devrait pas être un problème. Là. Oui, c'est un facile. Alors Grégory, tu dis que les loges t'ont demandé de faire des recherches. Dans quel but? Donc, ils voulaient savoir comment a démarré la franc-maçonnerie sur Haïti, et qui était avant Saint-Domingue. Donc, j'ai commencé les recherches et j'ai trouvé tellement de matériel sur Saint-Domingue, l'époque coloniale, et sur Haïti par la suite, que j'ai fait 3 présentations. Et après ces 3 présentations, je me suis dit, c'est tellement passionnant, je vais en faire un livre. Parce que tout le monde était intéressé, tout le monde était très satisfait de ce que j'avais présenté. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Donc, la recherche sur mes ancêtres a croisé mes recherches sur la franc-maçonnerie. Donc, je vais un petit peu parler de ça. J'ai découvert que beaucoup de mes ancêtres faisaient partie, étaient des francs-maçons. Ah bon? Oui. Par exemple... c'est l'appel de l'ADN. Voilà. Sans le savoir, tu t'es senti... Parce que j'allais te demander comment tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Probablement. Il faut quelqu'un pour te parrainer, non?
Non? Oui, bien sûr, il le faut. Okay. Il faut être parrainé, il y a des enquêtes qui sont menées. Donc c'est quelqu'un de ta famille qui était déjà franc-maçon qui t'a Non, j'ai été invité à la j'ai été invité très tôt par des frères parce que mon père était vénérable de la loge L'Étoile d'Haïti numéro 5 de 1956 à 57, 58 et j'ai été invité à son décès par des frères et j'ai laissé traîner les choses et puis j'étais très jeune à l'époque, j'avais 27 ans et puis finalement ça s'est fait par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a reparlé et je pense que j'étais plus prêt, plus mûr et puis ça s'est fait. D'accord, voilà. Donc c'est un truc familial finalement. Oui, c'est très familial puisque j'ai mes ancêtres aussi, les Taizans, je peux remonter sur cette génération qui sont arrivés de France et qui étaient des négociants à Port-au-Prince. Okay. Et puis il y a eu les fils donc, de ce Français Taizan qui s'appelait Jean Taizan. Il y a eu son fils Jean Taizan et son fils Philippe Taizan qui ont été les fondateurs du Grand Orient d'Haïti sous Jean-Pierre Boyer et ont fondé aussi la loge L'Étoile d'Haïti numéro 5 dont mon père devient le vénérable, alors que ça, les Taizans sont du côté de ma mère. D'accord. Ah, ok. Il y a eu aussi... Bon... T'avais pas le choix, là. C'était évident, tu allais finir franc-maçon, quoi. Oui, et puis bon, il y a eu aussi, du côté Taizan, il y a eu le général Bousset-Brice, qui est le bras droit de Boiron-Canal. Ils ont fait, on va dire... les 400 coups dans l'histoire d'Haïti ensemble, au sein du Parti libéral. Donc voilà, franc-maçon aussi. J'ai aussi d'autres ancêtres du côté de mon père. Il y a Augustin Sicard qui était dans l'armée française sur les ordres de Toussaint Louverture et qui par la suite prend le parti des indépendantistes. Donc il est grand chambellan sous Henri Christophe. Donc voilà. Et puis il y a eu aussi un médecin français, Antoine Laporte, qui a déserté en 1803 pour rejoindre le camp d'Alexandre Pétion. Alors tu racontes tout ça dans ton livre? Je parle de ces gens-là et je parle d'autres francs-maçons. Ils sont très nombreux. Il y a Beauboin-Ardouin qui est une référence pour moi au point de vue historique, qui était franc-maçon. Il y a plein d'autres. Par exemple, Jérôme-Maximilien Borgella. On peut citer Guy-Joseph Bonnet. On peut citer Érard Dumel, Jacques-Ignace Fresnel. Ce sont tous des gens, Étienne Élie Gérin. Et tous ces gens, il faut aussi Joseph Balthazar Inginac, Auguste. Est-ce que tu dirais que c'est un livre de référence pour ceux qui s'intéresseraient à la franc-maçonnerie? C'est juste, tu parles de l'histoire de la franc-maçonnerie ou alors tu expliques ce qu'est la franc-maçonnerie? Quel est le but de ce livre? Est-ce que c'est pour aider les gens à mieux comprendre la franc-maçonnerie ou il faudrait un certain degré dans le domaine pour pouvoir lire ce livre? Non, pas du tout. C'est un livre que des profanes peuvent lire. Il s'adresse à ceux qui sont intéressés par l'histoire parce que je reprends l'histoire d'Haïti à travers un autre prisme, celui des francs-maçons, pour montrer leur influence, pour montrer qu'ils ont, comme dit le titre du livre, le second titre du livre, c'est « Oser faire le bien ». Oui, donc il y a tous ces francs-maçons qui ont osé faire le bien et qui ont fait la différence à travers l'histoire de notre pays et qui ont joué des rôles capitaux. Donc je voulais témoigner pour ces gens-là, témoigner aussi pour mon pays, pour montrer que on a connu de grandes heures et on a connu des grands moments et que nos leaders étaient très bien entourés, heureusement. Et c'est comme ça qu'on a pu s'en sortir. Que ce soit Dessalines, Christophe, Pétion, Boyer et les autres par la suite, ils ont été entourés par des gens très compétents. Et de nombreux, enfin la majorité d'entre eux, si ce n'est pas presque tous, étaient des francs-maçons. Donc il faut témoigner et montrer que on a pu connaître de grandes heures et on a fait de grandes choses. C'est vrai que nous sommes en déclin malheureusement ces jours-ci. Mais pourquoi? Mais pour bien d'autres raisons. Mais pourquoi d'abord vous étiez persécuté? Alors, si on veut faire un peu d'histoire. Sur Saint-Domingue, les francs-maçons n'ont pas vraiment été persécutés. C'est-à-dire, à partir de Jean-Pierre Boyer qui crée le Grand Orient d'Haïti, on a fait
le président d'Haïti devient automatiquement le grand protecteur de l'ordre. C'est ça. Non, mais quand tu as dit que tu as parlé, je veux parler de ton commentaire quand tu disais que les francs-maçons se protègent parce qu'ils étaient persécutés en France. Oui, oui. Alors, pourquoi cette persécution? Qu'est-ce que vous aviez? Qu'est-ce que le monde vous reprochait? Comme par exemple, les Juifs ont été persécutés parce que les francs-maçons, pourquoi? Bon, vous savez, les dictatures n'aiment pas les sociétés secrètes, où on peut débattre de toutes sortes de sujets. On peut peut-être même, qui sait, conspirer dans les plus grands secrets. Pourquoi une société secrète? Pourquoi les dictatures n'aiment pas les sociétés secrètes et ils s'attaquent à ces sociétés secrètes. J'avais aussi mentionné lors d'une autre interview que Jean-Jacques Dessalines aussi était opposé à la franc-maçonnerie, et les francs-maçonneries, on avait saccagé toutes les loges et on avait fermé les loges à Port-au-Prince, et les francs-maçons se réunissaient secrètement sous la protection d'Alexandre Pétion, même sous l'Empire. Donc c'est le seul moment où les francs-maçons ont été persécutés sur l'île d'Haïti. Alors ce serait peut-être, nous n'avons pas assez de temps pour que tu puisses répondre pleinement à cette question, mais je suis sûre que tu vas t'arranger pour me faire une récapitulation. Oui. Si je te demande de définir la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que tu me dirais? Quel est votre pouvoir? Quelle est votre philosophie? Évidemment, on y reviendra à l'occasion d'un prochain show où on pourra entrer dans le sujet. On est là pour parler de ton livre, mais quand même, oui, je voudrais t'entendre. C'est quoi la franc-maçonnerie? Je vais d'abord dire la devise de la franc-maçonnerie, qui est liberté, égalité, fraternité, qui est la même devise que celle de la Révolution française et de la République d'Haïti. Absolument. Donc, ça dit déjà beaucoup de choses. Et le but de la franc-maçonnerie, c'est d'illuminer ses frères maçons et d'illuminer l'humanité en général pour son progrès, pour son avancement. Beaucoup de lois ou d'idées sont étudiées dans les loges à travers ce qu'on appelle des planches, donc des études. Donc il y a des planches philosophiques, il y a des planches historiques et il y a des planches ésotériques. Beaucoup de planches historiques ou philosophiques ou de droit sont présentées, et parfois les lois sont proposées par des frères qui deviennent soit des législateurs, soit des positions influentes d'un gouvernement, ministre ou autre, et ils reprennent ces planches et ces idées qui sont avancées, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des lois parfois assez progressistes qui, peut-être que le grand public ne le sait pas, émanent des loges. Ah, c'est bon, mais maintenant ils sont au courant. Voilà. Alors, quels sont les prérequis pour devenir franc-maçon? Bon, d'abord, il n'y a que des hommes, hein? Pas du tout. Il y a des femmes? Pas du tout. La première loge féminine en Haïti remonte à 1961. Mais vous n'êtes pas ensemble, c'est-à-dire que ça dépend des obédiences. Les hommes sont ensemble? Non. Par exemple, je vous ai mentionné la loge Les Filles d'Isis, qui est une loge féminine, qui dépend d'une obédience qu'on appelle la Grande Loge d'Haïti 1961. Le Grand Orient d'Haïti est strictement masculin, mais il y a d'autres obédiences. Le Grand Orient de France, c'est sexiste, là, quand même. Le Grand Orient de France est mixte. Et les loges, presque toutes les loges sont mixtes à l'intérieur du Grand Orient de France. Ça dépend des obédiences et ça dépend parfois même des loges elles-mêmes. Ok, mais il n'y a pas ce mépris de la femme, j'espère bien. Nullement. Du côté de ces hommes qui veulent rester les sectes du Grand Orient. Nullement. Au contraire. Ah, au contraire, j'espère bien, hein, parce que là, tu es vraiment en train de nous expliquer ce que c'est que la franc-maçonnerie. Il y a des femmes vénérables et même à des degrés, enfin, au plus haut degré. Ah, c'est ça. À l'intérieur du Grand Orient de France, par exemple. Ne va pas sentir que la femme vénérable est plus bas placée que lui et qu'il est supérieur. Non. Tu as hésité là, j'aime pas ton hésitation là. Non, encore une fois, ça dépend de l'obédience. Parce que j'ai bien spécifié que le Grand Orient d'Haïti est strictement masculin. C'est ça. Donc le Grand Orient de France ne l'est pas. La Grande Loge de France est strictement masculine aussi. Okay. Donc ça dépend des loges. C'est pour ça que j'ai un petit peu hésité. Alors, on vous attribue toutes sortes de pouvoirs. Et est-ce que c'est juste une réputation comme ça? Est-ce que c'est, comme on dit, là, c'est son là où il y a, J'aimerais bien que nous en parlions, et tu dois également nous dire pourquoi la franc-maçonnerie est en déclin. Mais ce sera après notre pause publicitaire. Mesdames et messieurs, nous vous revenons dans quelques minutes.
Nous avons un franc-maçon auteur d'un livre ce soir avec nous comme invité. Il s'agit de Grégory Sicard et son livre, c'est La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. Vous pouvez le trouver très certainement en ligne. Oui, il est disponible en ligne, il sera disponible en ligne et il y a une version en anglais aussi qui sera disponible d'ici la fin du mois. Pas de temps là. Hein? En ligne, tout à fait. C'est bon. Tout à fait. Mais d'abord, le livre est vraiment très bien présenté. On va retrouver par exemple l'abolition de l'esclavage par Sontonax. Il y a d'autres documents que je publie comme... Est-ce que tu as parlé des documents, excuse-moi de t'interrompre, mais là j'ai tellement de questions. Est-ce que tu as parlé des documents qu'on réserve seulement aux francs-maçons? Par exemple, j'ai une photo de la Réunion désirée qui était une grande loge coloniale à Saint-Domingue. Et après l'abolition de l'esclavage, on retrouve pas mal de Noirs et de Métis à l'intérieur de cette loge. Et j'ai fait une photo du tableau, de ce qu'on appelle le tableau de loge, qui remonte tous les membres avec leurs titres. Et on peut voir que Paul Louverture en faisait partie. On peut voir Dominique Sabourin, on peut voir Ginac, on peut voir pas mal de gens qui deviendront les cadres supérieurs de l'administration après l'indépendance. Donc ça, c'est un document inédit qui n'existe que dans les archives du Grand Orient. À la Bibliothèque de France, auquel j'ai eu accès. Mais bon, il y a d'autres documents que je publie qui sont grand public. J'ai insisté sur les documents qui concernent l'abolition de l'esclavage. Et puis, il y a aussi le rétablissement de l'esclavage, le document que fait voter Napoléon, que je publie aussi. Je publie aussi notre acte de l'indépendance en intégralité. Et c'est pour proposer tout ça à l'appréciation des lecteurs. Donc, c'est un petit peu un livre collection, on va dire, avec des tableaux. Pour nous informer. Voilà. C'est de l'histoire, c'est de l'information sur la franc-maçonnerie. Voilà. C'est-à-dire que celui qui va le lire comprendra beaucoup mieux la franc-maçonnerie. Et il verra aussi l'influence qu'ont eu les francs-maçons et pourquoi certaines décisions ont été prises. Par exemple, la reconnaissance de l'indépendance. D'accord. J'en parle. Jean-Pierre Boyer, 33e, rencontrait le baron de Mâcon, envoyé par Charles X, futur 33e. Ah ben, donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se comprendre quand on voit, et beaucoup de confiance qui s'établissent entre les frères. Alors là, la question, pourquoi vous êtes en déclin ? Bon, les gens ont un respect effectivement en Haïti vis-à-vis des francs-maçons. Oui. Il y a même une crainte vis-à-vis de la franc-maçonnerie. C'est nègre là, ces francs-maçons pas jouer avec lui. Alors il y a cette réputation que vous avez et je ne comprends pas que vous soyez en déclin comme tu l'as dit. Oui, il y a pour répondre à la première partie de la question, c'est vrai qu'il y a ce prestige, cette aura et ce pouvoir qu'on donne aux francs-maçons. Il y a aussi beaucoup de frères qui sont aussi en même temps versés dans le vaudou en tant que religion, bien sûr. Et il y en a qui sont aussi des guérisseurs, donc qui aiment se présenter comme tels, comme ayant des pouvoirs, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout forcément le cas. C'est-à-dire que franc-maçon pas un pouvoir. Le dos qu'on n'est qu'à disparaître, que des bails de ce genre. Mais tu sais que ce sont des trucs qu'on entend régulièrement. Non. Ça te fait rire, donc tu dis officiellement non, on ne va pas disparaître. Je me pose en faux. Mais tu es très brave là, hein, parce qu'il y a des gens qui vont être très fâchés de ton commentaire. Ils m'ont dit, dit ça, monsieur Abdillah. Mon oncle était franc-maçon, groupe-M, il était fait ceci, il était fait cela. Pour répondre à notre question, la franc-maçon est en déclin, surtout en Haïti. Ce qui s'est passé, c'est le régime dictatorial. Donc, les loges, on peut dire en Haïti que tout le monde faisait partie de ces loges. Comme on dit chez nous, tout le monde qui était moun. Tout le monde était dans des loges. Était dans des loges. Et dans combien de loges il y a en Haïti, les classes sociales, actuellement, il y en a 186, on va dire entre 186 et 200. Concentrés, éparpillés à travers le territoire. Sur tous les territoires. On peut calculer entre 50 et 100 frères par loge. Donc, vous verrez qu'on est peut-être autour de 25 000 à 30 000 frères. Grégory, tu nous attends? Nous te revenons dans quelques minutes. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que notre invité ce soir est Grégory Sicard. Il nous parle de la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti. Ça s'annonce très très bien. On peut calculer entre 50 et 100 frères par loge. Donc vous verrez qu'on est peut-être autour de 25 000 à 30 000 frères actuellement en Haïti. Vous êtes vraiment en contact? C'est-à-dire que vous vous réunissez ou alors chacun est indépendant? Il y a des obédiences.
Donc, au sein des obédiences, ils ont leur propre rite et leurs propres rencontres et réunions au sein de chaque obédience. Donc, je vous explique. Donc, il y a les obédiences, on pourrait faire le parallèle, qui sont comme des groupes religieux, on va dire. On peut dire, par exemple, vous avez dans le système religieux chrétien, vous avez les catholiques de Rome, vous avez les anglicans, vous avez les adventistes, etc. Eh bien, nous, on a ce qu'on appelle les obédiences. Donc, vous avez le Grand Orient d'Haïti, le Grand Orient de France, la Grande Loge d'Angleterre, le Grand Orient d'Italie, le Grand Orient des États-Unis. Mais vous dépendez de qui? Et vous êtes autonome? Chaque loge, chaque obédience est complètement indépendante. D'accord. Et à l'intérieur de ces obédiences, il y a les loges qui sont l'équivalent, on pourrait dire, des églises où les gens se réunissent et où ils fournissent des travaux. Donc, ceci dit, il n'y a pas de Grand Orient ou de Grande Loge internationale, et beaucoup de ceux qui parlent du complot... Vous n'avez pas un pape justement, ça n'existe pas. De la franc-maçonnerie. Ça n'existe pas, et c'est pour ça que ceux qui parlent de ce fameux complot, que les francs-maçonneries pourraient gérer le monde ou se réunir et décider entre eux de quelque chose, eh bien, imaginez-vous, est-ce que le pape va se réunir avec le roi d'Angleterre et le chef des adventistes, etc., pour contrôler le monde? C'est complètement impossible. Ils m'ont dit ça en créole. Et c'est le même cas. Ils m'ont dit ça en bon créole, ce que tu viens de dire là. Ces mêmes gens que dans différentes religions, il y a le pape à Rome, il y a le roi d'Angleterre qui chef de l'église anglicane, ou il y a des autres et groupes protestants, adventistes, et latriers. Et chaque groupe est complètement indépendant et ils ont fait affaire par eux. Donc, nous pas qu'à ouais quand si t'as une adhésion, un regroupement de toute religion ça pour y faire une seule pour dire bon, eh ben nous pas gérer le monde. Eh ben ces mêmes gens en dans franc-maçonnerie, il y a toute obédience ça qui répartit sur toute la planète, Grand Orient d'Haïti, Grand Orient de France, Grand Loge d'Angleterre, et puis il y a l'autre obédience aussi secondaire dans le même pays ça en Haïti, Grand Orient d'Haïti, Grand Loge d'Haïti 1961 et la trier. Chaque loge indépendant. Donc, personne n'a qu'à réunir pour dire, bon, nous pourrons gérer la planète, nous pourrons faire une seule bagaille. Et ce n'est pas un bagaille qui est faisable. Répétez encore ça. Tu dit, nous n'avons pas l'état là, nous demandons, il dit que les Haïtiens toujours pensé que lors de ces formations, on conseille le pouvoir, des gros pouvoirs qu'on a fait des bagailles mystiques ou sont grands mystiques. Ou même, on te dit, c'est pas vrai. Est-ce qu'on a dit ça en bon créole? Il y a peut-être des frères qui, en même temps, des magnétiseurs, donc peut-être qu'il y a certains pouvoirs, mais en général, ce n'est pas le but. C'est pas la franc-maçonnerie. C'est pas la franc-maçonnerie. Ça veut dire que tout le gros pouvoir est attribué. C'est plus pour recherche vérité, hein, et puis porter lumière, by frère et puis by humanité en général. C'est plus ça, but franc-maçonnerie. Hein. Donc en fait, c'est tout à fait positif. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, ce déclin, il est attribué à cette peur. Voilà. Tu dis alors ce déclin. Non. Ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez un régime dictatorial, déjà, ils n'aiment pas les loges. Parce que. Alors, tu parles de Duvalier, là? Oui, tout à fait. Donc, les loges ont été infiltrées. Et quand on est en loge, on doit pouvoir s'exprimer librement. On doit pouvoir donner son opinion et travailler sur les planches avec des idées philosophiques ou des idées politiques ou autres historiques très avancées. Et on ne peut pas être sujet à dénonciation. Donc les loges étant infiltrées, je me rends compte, par exemple, mon père était vénérable de la Grande Loge de l'Étoile d'Haïti numéro 5 jusqu'en 1957 où il démissionne. Et il a démissionné, il n'a plus jamais parlé de ça à la maison. J'ai découvert Parce qu'il a eu peur? Non. Il n'était plus du tout intéressé. Et j'ai découvert qu'il était franc-maçon en prenant ses papiers à son décès. Bien Donc sûr, il n'en parlait pas du tout à ses enfants, personne? Non. Ma mère m'avait... Il y a une raison pour laquelle il est parti. Le sujet était venu un jour. J'avais posé la question à ma mère, qu'est-ce que c'est que les francs-maçons, etc. Elle m'avait répondu, elle m'a dit, oui, ton père en faisait partie. Et ça s'était arrêté à ça. Donc, les loges, il y a eu un déclin dans les loges haïtiennes. L'intelligentsia économique, politique et intellectuelle s'est désengagée des loges par peur aussi. Et donc, il y a eu ce déclin. Et ce qui fait que les enfants et les petits-enfants de tous ces francs-maçons ne sont pas dans les loges. Je suis peut-être un des rares qui ait fait on va dire le tour de la question et qui revient à la franc-maçonnerie. Et j'aimerais faire cette promotion, rappeler nos élites, rappeler nos intellectuels, nos hommes politiques et nos hommes d'affaires
à rejoindre des loges. Donc en fait... Et c'est les loges acceptent tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de catégorie sociale, il n'y a pas de limite. Dans ton ordre, vous acceptez sociales. Les femmes aussi? Dans ton ordre à toi? Si vous allez à la Grande Loge d'Haïti 1961, oui, les femmes sont admises. Mais maintenant, actuellement, là où oui. tu es? Actuellement, je suis en train d'investiguer la possibilité d'aller vers des loges de perfection. Donc, ça veut dire? je suis en battement entre... Qui veut dire? Je suis complètement perdu là. Là, tu me perds. Actuellement, je n'appartiens à aucune loge. Ah d'accord. Tu es franc-maçon. Je suis franc-maçon, j'ai été initié. Pourquoi tu n'appartiens à aucune loge? Et j'attends parce que je souhaite rejoindre des loges de perfection. Et c'est ce que j'essaie je suis en négociation. Et c'est quoi la loge de perfection? Pardonne mon ignorance. Ce que je peux dire, c'est que il y a certains niveaux. Et quand on veut aller vers des niveaux supérieurs, on est obligé d'aller vers des loges qui vous permettent d'atteindre ces niveaux supérieurs. D'accord. Voilà. Et dans le but de devenir plus calme, plus penseur, dans le but de se perfectionner et d'apprendre davantage et d'être encore plus au service de ses frères. Donc si je te demande de qualifier ou de résumer en un mot la grande philosophie, enfin tu ne peux pas résumer en un mot, mais un mot qui qualifierait la franc-maçonnerie, qu'est-ce que tu dirais? Sagesse, je dirais pouvoir, tout liberté, intelligence, égalité, fraternité. Je t'ai demandé un seul mot, tu m'en as donné trois. Il y a 3 mots et ils sont indissociables. D'accord. Ils sont indissociables. Donc être dans la franc-maçonnerie, c'est vraiment perfectionner la liberté, l'égalité et la fraternité. Tout à fait. Vous auriez dû avoir bien plus de femmes alors à ce moment-là, parce que c'est la liberté, l'égalité. Hein. Je vous attends là. Mais vous savez, parce que si tu invites tout le monde, les femmes c'est sûr que il y a aussi le fait qu'il faut vivre avec son temps, comme je l'ai déjà dit. Absolument. Et l'émancipation des femmes est arrivée au milieu du XXe siècle. Et bien sûr, il y a des femmes qui accompagnaient leur mari dans des loges et qui faisaient l'antichambre. Et elles se sont dites, mais on est là, on aimerait bien discuter des mêmes sujets que vous, dont on entend parler, et dont nos maris nous soufflent des petits mots après. Et c'est comme ça que beaucoup de loges féminines ont démarré. Elles étaient strictement féminines. Et puis, avec l'émancipation, il y a le grand mélange qui se font. Voilà, la société évolue et les grands mélanges se font. Quoique la franc-maçonnerie, quand même, parfois, est à l'initiative de ces mouvements-là. Donc en fait, en t'écoutant là, je comprends bien que le livre n'est pas seulement un livre historique et qui explique la franc-maçonnerie, mais tu es en train de recruter de nouveaux membres, indirectement. C'est-à-dire que, ou plutôt directement, parce que tu as dit tout à l'heure que tu aimerais bien que les gens comprennent la franc-maçonnerie et sont invités à participer, à être, je ne souviens pas du mot. À s'enquérir. À s'enquérir. Et à rejoindre s'ils le souhaitent. Alors, comment peut-on être un bon candidat pour la franc-maçonnerie? Bon, il y a des enquêtes qui sont menées, d'abord. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, bien sûr. D'accord. Et il y a des enquêtes qui sont menées. Il y a certaines personnes qui seront écartées si elles ne correspondent pas aux critères d'intégrité et parfois il faut une grande moralité. De moralité parfois. Et voilà. Mais ceci dit, il ne faut pas croire que tous les frères sont parfaits, parce que une loge, c'est une tranche de la société. Absolument. Et on retrouve toutes sortes de personnes. Ouais. Je vous donne un petit exemple. Rochambeau était franc-maçon, tout comme l'ont été Touvenot, qui a fait un coup d'État, un militaire français, qui a fait un coup d'État contre Rochambeau juste avant Vertières, parce qu'ils s'étaient rendus compte que la France allait perdre. Et ils ont voulu essayer de changer la donne et d'abandonner le rétablissement de l'esclavage. Et je parle de ce grand général français, Pierre Touvenot, qui a été dénoncé, arrêté par Rochambeau et envoyé en France. Est-ce que ton livre a été bien reçu jusqu'à présent? Oh oui, très bien. Tu n'as pas été attaqué par des gens qui ne sont pas contents, tu n'as aucune critique jusqu'à présent? Nullement. Ah ben c'est bien ça s'annonce bien. Et j'aimerais que tu nous promettes que tu participeras à un show où nous expliquerons
en long et en large ce qu'est la franc-maçonnerie, parce que je pense que beaucoup de gens jusqu'à présent ne comprennent pas vraiment le sens de la franc-maçonnerie, avec toutes les fausses idées qui circulent à ce sujet, et que nous pourrons approfondir la franc-maçonnerie grâce à ton livre. Si j'ai le temps, je peux un petit peu dire le contenu du livre. Il y a 3 grands chapitres. Donc, il y a d'abord la franc-maçonnerie à l'époque coloniale. Ensuite, il y a un chapitre qui couvre la période révolutionnaire et la guerre de l'indépendance. Et il y a un 3e grand chapitre qui couvre la franc-maçonnerie de l'indépendance jusqu'au milieu du 19e siècle. Et j'aurai un autre livre qui couvrira du milieu du 19e siècle à nos jours. Ah d'accord, donc c'est pas seulement un livre, tu continues dans le domaine, tu fais des recherches. Bien sûr. Mais tu n'as plus le temps d'être un homme d'affaires en faisant tout ça, hein? Comment tu t'arranges? À un moment, il faut prendre la décision et accomplir ses passions, assouvir ses passions. Choix. Il faut pouvoir le faire également. Voilà, il faut pouvoir le faire et je recommande à tous, si vous arrivez à le faire, faites-le. Il faut accomplir vos rêves. Le temps passe très vite. Je voulais annoncer les ventes signatures qui auront lieu dans la zone de Miami, on va dire. Le jeudi 30 octobre de 5h à 8h p.m. au Katz Miami Restaurant. Très bien. Au 738 Northeast 125 Street, North Miami. Nous aurons le samedi 1er novembre de midi à 6h p.m. au North Miami Beach Library. 701 Northeast 164th Street, et aussi le jeudi 6 novembre de 5h à 8h p.m. à Oceania Club au 164 21 Collins Avenue à Sunny Isles Beach. Donc voilà ce qui est prévu pour le moment. Est-ce que tu n'as pas d'autres messages pour tes téléspectateurs? À combien est le livre? Ils pourront te rencontrer? Vas-y, parle-leur. Le livre sera au prix de $35 américains. Il sera aussi disponible sur mon site internet à l'achat. Le site internet, c'est gregorysicard.com, donc GREGORYSICARD en un seul mot.com. Et aussi, il sera disponible à travers des liens sur Amazon, Apple Book, etc. Grégory, ça m'a vraiment fait plaisir de converser avec toi ce soir. Ce n'est pas la dernière fois. Je l'espère. À très bientôt. À très bientôt, Elisabeth. Voilà. Merci. Au revoir, téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà. Mesdames et messieurs, WhatsApp Caribbean continue dans quelques minutes.